Un an après mon divorce, mon ex-femme, Sophie, m'a envoyé un texto. Il faut qu'on parle, c'est urgent. J'ai eu un petit sourire en coin et j'ai tapé Impossible, j'ai un rendez-vous avec ta sœur. Le lendemain, au lever du soleil, 2 gendarmes martelaient ma porte d'entrée en criant mon nom. Je me tenais là, en chaussettes, la moustiquaire grinçant sur ses gonds fatigués, et je fixais les 2 uniformes sur mon perron comme un mauvais rêve qui n'aurait pas fini de se former. Marc Fournier demanda le plus grand des deux, un adjudant, un calepin déjà à la main, comme s'il connaissait la réponse. C'est moi, ai-je dit. Ma voix était stable, mais ma poitrine était serrée. Le genre de boule au ventre qu'on ressent quand on est en haut d'une échelle et qu'on réalise soudain que le courant n'a pas été coupé. Monsieur, nous devons vous poser quelques questions. Derrière eux, le gravier de l'allée crissa sous les pneus d'une voiture. J'ai aperçu le léger mouvement des rideaux de Madame Martin, ma voisine d'en face. Dans une petite ville de la Marne, près de Reims, rien ne se propage plus vite qu'une histoire qui commence avec une voiture de la gendarmerie. C'est à ce moment-là, debout dans un vieux t-shirt de chantier, mon café refroidissant sur le comptoir derrière moi, que j'ai compris que ma vie venait de basculer à nouveau, et pas dans le bon sens. Mais pour comprendre comment j'en suis arrivé là, il faut remonter le temps de 12 heures. Mardi soir, un peu avant 20 heures. J'étais assis à la table de ma cuisine, à faire mes comptes avec mes tickets de caisse, comme tous les mardis. Une vieille habitude de mes années d'artisan électricien. Quand on a travaillé 30 ans au milieu de fils sous tension, on apprend à tout vérifier 2 fois. Les chiffres, les dates, les gens. La radio tournait à bas volume. Nostalgie, une de ces stations qui passent les mêmes classiques tous les soirs. Bizarrement, c'est réconfortant quand on a 56 ans et qu'on est divorcé. C'est là que mon téléphone a vibré. Marc, il faut qu'on parle, c'est urgent. 7 mots. C'est tout ce qu'il a fallu pour que ma mâchoire se crispe. Sophie Fournier, la femme avec qui j'avais été marié pendant 27 ans. Le genre de femme capable de vous vendre une cave à moitié inondée en la décrivant comme une pièce de caractère pleine de charme et de vous convaincre que c'était votre idée. Notre divorce avait été prononcé 1 an plus tôt, jour pour jour, un mercredi matin gris au tribunal de Reims. Elle était repartie avec le SUV récent, la moitié de ma retraite complémentaire et un air de victoire sur le visage. Je fixais l'écran. Je savais que je ne devais pas répondre. Maître Le Guen, mon avocate, me l'avait répété pendant des mois. Ne rentrez pas dans son jeu, ne la nourrissez pas. Mais la fierté, à cet âge, c'est une drôle de chose. On croit s'en être débarrassé, mais non. J'ai tapé. Impossible, j'ai un rendez-vous avec ta sœur. J'ai envoyé avant de pouvoir réfléchir. Est-ce que c'était mesquin? Oui. Est-ce que ça m'a fait du bien pendant 5 secondes? Aussi. Parce que la vérité, c'est que j'étais justement sur le point de sortir. Carole Morin m'attendait dans un restaurant courte paille, juste à la sortie de l'autoroute A4, celui avec la porte qui grince et la boutique pleine de gadgets inutiles. Carole, c'était la petite sœur de Sophie, 49 ans, les cheveux bruns attachés, un regard franc. Le genre de femme qui écoute plus qu'elle ne parle. Et ce n'était pas un rendez-vous pour me venger, c'est important de le dire. Carole m'avait contacté quelques mois après le divorce, discrètement, un simple message. Tu ne méritais pas que ça se termine comme ça. On a commencé par un café, puis un autre, puis un dîner. 2 personnes qui comparaient leurs notes sur la même tempête. Quand je suis entré, l'odeur de café un peu trop cuit et de grillade m'a saisi, comme d'habitude. Carole était déjà installée dans une banquette, les mains autour d'une tasse. « Tu as l'air tendu » dit-elle alors que je m'asseyais en face d'elle. « Grosse journée » ai-je répondu, « la routine ». Elle a eu un petit sourire. « Sophie ». J'ai hoché la tête. « Elle m'a aussi envoyé un message » dit Carole, « un truc comme quoi tu perdais les pédales. » J'ai reniflé. C'est drôle comme les choses deviennent urgentes quand elles n'ont plus le contrôle. On a commandé le plat du jour et un Vitel. Le cliquetis découvert, le bourdonnement des autres conversations. Les familles, des routiers, des retraités qui tuaient le temps. La vie normale. Le genre de normalité que j'essayais de reconstruire. Carole a ri à une de mes blagues, un vrai rire, et pendant un instant, j'ai complètement oublié Sophie. C'était le dernier moment de paix que j'allais connaître pendant un bon bout de temps. Quand je suis rentré ce soir-là, mon téléphone était une guirlande de Noël. Appel manqué, numéro inconnu, un message vocal que je n'ai pas écouté. J'ai éteint le téléphone et je suis allé me coucher. C'était ma 2e erreur. Mercredi matin, 6h30, on a frappé à la porte. Des coups fermes, pas agressifs, confiants. J'ai tout de suite su que ce n'était pas un voisin.
J'ai enfilé un jean, mis mes chaussettes et j'ai ouvert. 2 gendarmes, uniforme bleu marine. L'un plus âgé, l'autre plus jeune. Le plus âgé sentait un peu l'après-rasage et l'air froid du matin. « Adjudant Leclerc, dit-il, nous sommes ici suite à une plainte déposée la nuit dernière. » Mon estomac s'est noué. Ils ne m'ont accusé de rien directement. Pas besoin. Des mots comme harcèlement et contact non désiré flottaient dans l'air. « On voudrait juste avoir votre version des faits », a ajouté le plus jeune. J'ai acquiescé en essayant de garder ma voix neutre. J'ai répondu à leurs questions sur les textos, sur ma relation avec mon ex-femme, sur Carole. Je sentais le sol se dérober sous mes pieds. Après quelques minutes, ils m'ont remercié et ont tourné les talons. Alors qu'ils retournaient à leur voiture, le rideau de Madame Martin a de nouveau bougé. C'est là que j'ai compris. Il ne s'agissait pas de tourner la page. Il ne s'agissait pas de parler. Il s'agissait de créer un rapport de force. Et quelque part entre mon texto arrogant et ses coups à ma porte, Sophie avait décidé de me rappeler qu'elle pouvait encore débarquer dans ma vie et la secouer très fort. Je suis resté sur le pas de la porte bien après que la voiture des gendarmes a disparu, en me répétant la même question. Qu'est-ce qu'elle leur avait raconté exactement? Et pourquoi maintenant? Je ne me suis pas recouché. Je suis resté devant l'évier de la cuisine, à regarder le givre accroché au brin d'herbe, écoutant le vieux frigo se mettre en marche et s'arrêter, comme s'il réfléchissait trop à son travail. Mon café était froid, mais je l'ai bu quand même. À mon âge, on apprend à ne rien gaspiller. Vers 8 heures, j'ai rallumé mon téléphone. 3 nouveaux textos de Sophie. Je ne les ai pas ouverts. À la place, j'ai appelé Patrick Guval. Patrick et moi, on avait tiré des câbles ensemble pendant près de 20 ans. Il avait pris sa retraite 1 an avant moi et ça lui avait donné l'air d'avoir 10 ans de moins. Il a décroché à la 2e sonnerie. « Marc, t'as une sale voix, dit-il. T'as une minute ? Toujours pour toi. » Je lui ai raconté l'histoire des gendarmes, de la plainte, de Sophie. Il y a eu un silence au bout du fil, le genre de silence où l'on entend presque les rouages tourner. « T'as un avocat ? Demanda Patrick. « J'en avais une pour le divorce, pas de nouvelles depuis des mois. »« Il t'en faut un maintenant, dit-il, et pas un de ces charlatans qui font leur pub sur les bus. Il te faut quelqu'un qui sait comment fonctionnent vraiment les embrouilles de province. » Il m'a donné un nom. Valérie Le Guen. « Elle est brillante, m'a dit Patrick. Elle ne se laisse pas impressionner et elle ne laisse personne bluffer. » C'était tout ce que j'avais besoin d'entendre. Le cabinet de maître Le Guen était coincé entre un salon de manucure fermé et un pressing qui sentait l'amidon et le parfum bon marché. L'enseigne sur la porte était simple. Pas de slogan, pas de photos souriantes. À l'intérieur, c'était calme. Le ronronnement d'une photocopieuse, une odeur de papier et de café brûlé. Maître Le Guen approchait de la 50aine, cheveux relevés, des lunettes de lecture perchées sur sa tête. Elle ne m'a pas pressé. Elle ne m'a pas offert de platitudes. Elle a écouté. Je lui ai tout raconté. Le texto, le rendez-vous, les gendarmes. Je lui ai fait glisser mon téléphone sur le bureau. Elle a lu le message de Sophie 2 fois. Puis elle s'est adossée à son fauteuil. « Il ne s'agit pas de vos sentiments, Marc. » J'ai cligné des yeux. « Pardon ?»« Ça, dit-elle en tapotant l'écran, c'est pour vous mettre la pression. Elle est en train de se constituer un dossier. Elle veut vous faire réagir. Des textos rageurs, des appels sur la défensive, tout ce qu'elle pourra montrer en disant « Vous voyez ?» Mes mains se sont crispées sur mes genoux. Je détestais qu'elle ait raison. Elle a demandé à me parler, j'ai insisté. Elle a dit que c'était urgent. Maître Le Guen a eu un petit rire sec, ni méchant, ni amusé. C'est toujours urgent quand ils ont besoin d'une signature. Ça m'a coupé le sifflet. Elle s'est penchée en avant. « Marc, est-ce que Sophie vous a récemment demandé une faveur, un truc lié à de la paperasse ?» J'ai réfléchi, vraiment. 1 semaine plus tôt, elle avait laissé un message vocal. Voix douce, presque amicale. « Salut, j'ai juste besoin de régler un petit détail de l'époque où on était mariés. Ce sera rapide. » Je ne l'avais pas rappelé. « Je crois bien, » et je dis lentement. Maître Le Guen a hoché la tête, comme si elle s'y attendait. Voilà, elle a posé les règles, point par point. Plus de contact direct, tout passe par moi. Vous ne vous justifiez auprès de personne, ni les voisins, ni Facebook, ni la famille. Vous documentez, vous restez ennuyeux. L'ennui gagne toujours. J'ai acquiescé, même si tout mon instinct me hurlait de faire le contraire. Puis mon téléphone a sonné. Camille, ma fille. J'ai hésité, mais Maître Le Guen m'a fait signe de prendre l'appel. « Papa ?» Sa voix était tendue. « Ça va ? Ça va, pourquoi ?»
Maman a publié un truc bizarre sur Facebook, comme quoi elle a peur, qu'elle doit se protéger. Les gens commentent. Ma poitrine s'est serrée. C'était exactement ce que je voulais éviter. Je m'en occupe, j'ai dit, je te le promets. Après avoir raccroché, je suis resté là, à fixer le mur. C'est la partie qui fait mal, dit l'avocate, quand ça atteint les enfants. Elle sait exactement où frapper. Elle a sorti un dossier de son tiroir. Voilà ce que je pense qu'il se passe. Votre ex-femme a des ennuis, des vrais, et elle a besoin que votre nom soit associé à quelque chose pour s'en sortir. Quel genre d'ennui? Financier, peut-être judiciaire. Je vais commencer à chercher, mais le timing est trop parfait. Cette conversation urgente n'a jamais eu pour but de tourner la page. Elle avait pour but d'obtenir votre consentement. En rentrant chez moi, Carole m'a appelé. Elle a appelé tout le monde, dit-elle. Elle raconte que tu es instable, que tu essaies de lui faire du mal. J'ai agrippé le volant. Je suis désolé, je n'ai jamais voulu t'entraîner là-dedans. Il y a eu un silence. Marc, dit-elle doucement, elle a peur. Je ne l'ai jamais entendue comme ça. Ça aurait dû me réconforter. Au lieu de ça, ça m'a donné la chair de poule. Ce soir-là, Maître Le Guen m'a envoyé un email d'une seule phrase. Elle va passer à la vitesse supérieure. J'ai fixé l'écran, la radio murmurant en fond sonore, et j'ai réalisé une chose que je n'avais pas encore acceptée. Sophie n'en avait pas fini avec moi. Elle ne faisait que commencer. Dès le jeudi matin, la rumeur avait fait son chemin. Je le sentais. Quand on vit assez longtemps au même endroit, on développe un sixième sens pour ces choses-là. C'est dans la façon dont les gens hésitent une demi-seconde avant de vous parler, dans la façon dont les sourires n'atteignent plus les yeux. Je me suis garé devant ma première expertise de la journée, une petite maison de plein pied. Je suis resté un moment dans ma camionnette, les mains sur le volant. Mon téléphone a vibré. Une notification d'email. Expertise annulée. Pas d'explication. J'ai froncé les sourcils. C'était 450 € de perdu. Pas 3 fois rien. L'argent des courses, des factures, l'argent de la tranquillité d'esprit. Puis je l'ai vu. Un tout nouvel avis Google. 1 étoile. Manque de professionnalisme. M'a mis mal à l'aise, je ne recommande pas. Mon nom n'était pas cité directement, c'était ça l'astuce. Juste assez debout pour que les gens se posent des questions. Ma poitrine s'est serrée, une brûlure vive. J'entendais presque la voix de Sophie. Je n'ai jamais dit que c'était toi, Marc. Mon premier réflexe a été d'appeler l'avocate. N'y touchez pas, dit-elle aussitôt. Faites une capture d'écran, sauvegardez l'heure, c'est tout. Ça me coûte des chantiers, ai-je lâché, énervé. Je sais, répondit-elle, calme comme toujours. Et c'est exactement pour ça que vous ne devez pas réagir. C'est un appât. À midi, j'avais perdu 2 autres rendez-vous. J'ai fini dans un routier où j'allais depuis mes années d'apprentissage. Les mêmes tabourets en sky craquelé. La serveuse, Linda, m'a versé un café sans me demander, puis elle a hésité. « Ça va, Marc ?» J'ai levé les yeux. « Pourquoi ?» Elle s'est tortillée. « Les gens parlent, c'est tout. » Je me suis forcé à sourire. « Ça va très bien. » Cet après-midi-là, Carole a appelé, la voix tendue. Elle raconte à tout le monde que tu la harcèles. J'ai eu un rire sans joie. C'est drôle, vu que c'est elle qui est en train de pourrir ma vie. Il y a eu un silence. Puis Carole a dit quelque chose qui m'a pris de court. Marc, comment elle fait pour savoir où tu es? Elle a parlé du routier, de l'expertise annulée. Une pointe de doute s'est insinuée en moi. Ce n'était pas juste, je le savais, mais le doute se fiche de la justice. Carole, est-ce que tu lui parles? Le silence a duré trop longtemps. Mon cœur s'est serré. Non, je ne lui donne rien, je te le jure, a-t-elle fini par dire. Mais elle est encore dans de vieux groupes de discussion de famille. Elle pose des questions, l'air de s'inquiéter pour toi. J'ai fermé les yeux. La honte me brûlait les joues. Excuse-moi, j'aurais pas dû. Je comprends, dit-elle doucement. Elle arrive à faire douter tout le monde. Le soir, Maître Le Guen m'a appelé elle-même. J'ai demandé un rapport de solvabilité. Marc, il y a un compte que vous n'avez pas ouvert. Mon cœur a raté un battement. Quel genre de compte? Une ligne de crédit, récente, conséquente. J'ai agrippé le bord du comptoir de la cuisine. Je n'ai rien signé. Je sais, c'est pour ça qu'il faut qu'on se voie demain. Le lendemain, elle a étalé les papiers sur son bureau comme un mécanicien qui expose des pièces cassées. Marc, cette ligne de crédit a été ouverte il y a 3 mois. Elle est liée à une SCI dans laquelle votre ex-femme est impliquée et elle est rattachée à votre nom. Je fixais les chiffres. Ça semblait irréel. Jusqu'à ce que je voie ma propre signature au bas d'un document scanné. Ou quelque chose qui y ressemblait. Ce n'est pas mon écriture. Je sais, mais c'est assez ressemblant pour soulever des questions.
Assez pour rassurer les banquiers, assez pour vous faire peur. Elle a utilisé une vieille procuration datant de votre mariage. Elle aurait dû être caduque, mais elle a forcé le passage. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle vous a traité comme un groupe électrogène de secours. Un truc qu'elle pouvait allumer quand son courant principal sautait. Les mots étaient lourds. Sur la route du retour, je n'ai pas allumé la radio. Chaque kilomètre me donnait plus de temps pour penser à quel point j'avais été aveugle. Dans le garage, j'ai descendu des cartons des étagères. Au fond de l'un d'eux, j'ai trouvé une fine pochette de l'agence immobilière de Sophie. À l'intérieur, des copies de vieux actes notariés, des relevés de prêts et une procuration jaunie que j'avais à peine le souvenir d'avoir signée il y a des années, après une journée de 16 heures de travail. Juste au cas où, avait-elle dit à l'époque. Assis sur le sol en béton froid, j'ai eu un petit rire creux. Ce soir-là, Carole est passée. Elle m'a encore appelé, dit-elle. Elle voulait que je signe un papier, pour soi-disant clarifier les choses. Mon estomac s'est retourné. Un déjeuner de la Chambre de commerce et d'industrie. Elle fait une conférence sur l'éthique dans l'immobilier. J'ai reniflé. Ça ne s'amende pas. L'avocate a eu un mince sourire. C'est là qu'on va mettre fin à tout ça. En public? Non, légalement, et devant témoins. J'ai pensé à mes voisins, à ma fille, aux regards que je croisais toute la semaine. On y va, ai-je dit. Le parking de l'hôtel était déjà à moitié plein. Un de ces établissements sans âme près de l'autoroute. Une bannière proclamait « Déjeuner de la CCI, bâtir la confiance dans notre communauté ». Je suis resté un moment dans ma camionnette, le moteur tournant au ralenti. J'ai pensé à faire demi-tour. À quel point ce serait simple de rentrer chez moi et de laisser l'avocate s'en occuper. Mais ce n'était pas comme ça que ça devait se terminer. J'ai coupé le contact. À l'intérieur, ça sentait le poulet trop cuit et le café insipide. Des rires polis qui s'arrêtaient un peu trop vite quand les gens me reconnaissaient. J'ai gardé la tête haute. Maître Le Guen était déjà là, près du fond, une pochette en cuir sous le bras. Elle m'a fait un petit signe de tête. « Prêt ?» me demanda-t-elle à voix basse. « Non, mais faisons-le quand même. » Sophie était à l'autre bout de la salle, rayonnante comme toujours quand il vient un public. Quand elle m'a vu, son sourire a vacillé une fraction de seconde, puis il est revenu, plus acéré. Elle s'est détournée. On s'est assis près de l'allée. J'entendais les chuchotements. « C'est lui. Elle a l'air nerveuse aujourd'hui. » Le président de la CCI est monté sur l'estrade et a présenté Sophie comme un exemple d'intégrité dans l'immobilier local. Sophie a commencé son discours sur la confiance, la transparence, l'importance de faire les choses correctement. Chaque mot était comme du sable dans ma bouche. Maître Le Guen s'est penché vers moi. « Attendez », a-t-elle murmuré. Sophie était au milieu d'une phrase quand mon avocate s'est levée, sans élever la voix. Elle a attendu une pause, puis elle a dit d'un ton clair et professionnel « Excusez-moi, je suis maître Valérie Le Guen. J'ai des documents qui doivent être remis en main propre. » Le silence s'est fait. Sophie s'est figée. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» a-t-elle demandé, la voix crispée. Maître Le Guen s'est avancé et a posé le dossier sur le pupitre. Une page, puis une autre. Des dates, des signatures, des échéanciers. Ces documents démontrent que le nom de M. Marc Fournier... Elle m'a aussi demandé de signer de faux papiers, a dit Carole. J'ai refusé. Alors elle s'en est prise à nous deux. Le silence était lourd maintenant. Un promoteur au premier rang s'est penché pour regarder les documents, puis un autre. Un homme que je reconnaissais, un gros investisseur, s'est levé brusquement. « Si c'est vrai, a-t-il dit, je me retire, immédiatement. » C'était le bruit du sol qui s'effondrait sous elle. Les mains de Sophie tremblaient sur le pupitre. Pas de larmes cette fois, juste de la panique. Je me suis levé, je n'ai pas dit grand-chose, pas besoin. Je veux juste récupérer mon nom, ai-je dit. C'était suffisant. Dehors, l'air était vif et froid. Je n'avais pas fait la moitié du chemin vers ma camionnette quand la voix de Sophie a déchiré l'air. « Marc !» Je ne me suis pas retourné tout de suite. Je voulais continuer à marcher, à respirer, à garder les mains stables. Mais je me suis retourné. Le masque de l'agent immobilier parfaite était tombé. C'était la Sophie des pires soirs de notre mariage. « Comment as-tu osé ?» a-t-elle sifflé. « Tu es venue pour me détruire. » Maître Le Guen s'est interposé. « Madame Fournier, toute communication future avec Monsieur Fournier passera par mon cabinet. » Sophie l'a ignoré. « Tu as une idée de ce que tu viens de faire ? Tu m'as humilié. Tu as toujours eu besoin de jouer la victime.
J'ai expiré lentement. Mon cœur battait la chamade, mais ce n'était plus de la panique. C'était plus stable, comme le courant qui revient après un orage. C'est toi qui as fait ça toute seule, ai-je dit calmement. Les yeux de Sophie se sont tournés vers Carole. Et toi, a-t-elle craché, après tout ce que j'ai fait pour toi. La voix de Carole était basse, presque triste. Tu n'as pas fait les choses pour moi, Sophie. Tu les as faites pour pouvoir me les reprocher après. Pendant une seconde, Sophie a semblé sur le point de pleurer. Puis son visage s'est durci à nouveau. Ce n'est pas fini, a-t-elle dit en me pointant du doigt. Tu vas le regretter. Les menaces sont notées, a dit maître Le Guen en sortant son téléphone. Voulez-vous répéter ça pour l'enregistrement? La bouche de Sophie s'est ouverte, puis refermée. Elle a reculé d'un pas, s'est retournée et a filé vers le parking. Je suis resté là, le souffle formant des nuages blancs. Mes mains étaient froides, mais elles ne tremblaient plus. Carole s'est approchée. Ça va? J'ai fixé ma camionnette un instant. Je ne sais pas encore. En montant dans mon véhicule, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis longtemps, le soulagement. Les semaines suivantes n'ont pas été faciles. La vraie vie, ce n'est pas un film. C'est de la paperasse, des coups de fil et de l'attente. J'ai dû m'expliquer plus de fois que je ne l'aurais voulu. Pas sur Internet, mais au téléphone, avec les banques, des clients, quelques vieux amis qui méritaient la vérité. Lentement, les choses ont changé. Un client qui avait annulé m'a rappelé. Un nouvel avis est apparu en ligne. Marc est honnête. Il a repéré une fissure que le vendeur essayait de cacher. Il nous a fait économiser des milliers d'euros. Un après-midi, ma fille Camille a rappelé. « Papa, les gens changent d'avis. Maman se fait très discrète. » J'ai souri doucement. « Bien. » Il y a eu une pause. « Je suis fière de toi, a-t-elle dit. Tu n'as pas perdu ton sang-froid. » J'ai dégluti difficilement. J'en étais pas loin. Oui, mais tu ne l'as pas fait. J'ai réalisé à quel point j'avais besoin d'entendre ces mots. Avec Carole, on a gardé les choses simples. Un soir de pluie, nous étions assis dans le même routier où j'avais déjeuné au pire moment des rumeurs. « Tu regrettes de lui avoir envoyé ce texto ?» demanda-t-elle avec un demi-sourire. J'ai rigolé. Chaque fois que j'y pense. Puis j'ai ajouté, plus sérieusement, « Mais c'était l'étincelle. Ça lui a montré qu'elle ne pouvait plus me contrôler. » Carole a hoché la tête. Et ça m'a montré que je n'avais plus à avoir peur d'elle. Ce que j'ai appris, c'est qu'à notre âge, la vengeance, ce n'est pas de gagner une dispute en criant plus fort. C'est de protéger ce qu'il vous reste, votre nom, votre tranquillité, votre avenir. J'ai passé ma vie à croire que si je travaillais dur en silence, tout irait bien. Mais le silence n'est pas toujours une force. Parfois, le silence, c'est juste laisser à quelqu'un l'espace pour mentir. La vérité, la vraie, celle qui est étayée par des dates, des signatures et des factures, tient bien mieux la route que n'importe quelle histoire racontée sur les réseaux sociaux. Il ne faut jamais laisser quelqu'un d'autre écrire votre histoire. Ni à 30 ans, ni à 56 ans. Jamais.